Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 10 septembre. Monaco réaffirme son soutien aux vallées de la Vésubie et de la Roya, 4 ans après le passage de la tempête Alex. Cette solidarité se poursuit notamment pour sauvegarder et restaurer le patrimoine des communes sinistrées. Nous nous rendrons à Nice où une cérémonie a eu lieu en présence du prince Albert II. Le Conseil national lance une opération de consultation auprès des Monégasques, annonce faite aujourd'hui lors de la conférence de presse de rentrée de la Haute Assemblée. Le président du Conseil national, Thomas Brezo, sera notre invité ce soir pour évoquer cette opération, ainsi que les dossiers majeurs qui mobilisent les élus nationaux en cette rentrée. Des sourires, mais aussi quelques larmes ce matin à la rentrée des maternelles de l'école Stella, et puis de nouveaux visages parmi les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace. Ces images seront à découvrir dans notre JT ce soir. Nous évoquerons également la nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, une saison qui rendra hommage à de grands compositeurs tout en mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la Principauté. Sylvain Charnet, administrateur de l'OPMC, nous en dira plus dans ce JT. Et restez bien avec nous. À la fin de ce journal, nous vous proposerons une immersion au cœur de l'Amazonie à la découverte de la beauté des traditions indigènes. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier avec notre invité, le premier adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie, Alain Jardinet. Les vallées de la Roya et de la Vésubie poursuivent leur lente reconstruction suite au passage de la tempête Alex en 2020. Dès le lendemain de la catastrophe, la principauté s'était rapidement mobilisée en débloquant notamment une aide financière de 3 millions d'euros. 4 ans plus tard, ce soutien se poursuit et il était à l'honneur lors d'une cérémonie organisée à Nice en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Une cérémonie organisée ce mardi en fin de matinée au Palais des Roissards à Nice. Les maires des villages touchés, les représentants de l'État, mais également les ministres de l'Intérieur et des Relations extérieures de la Principauté ont assisté à cette cérémonie pour remercier le Prince Albert II. Le passage de la tempête Alex en octobre 2020 a été un drame dans les vallées de la Roya, de la Tinée, de la Vésubie et du Moyen-Var. 18 personnes ont péri. À ce drame humain se sont ajoutées des destructions et dégradations importantes d'édifices. Destructions considérées comme les plus importantes en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans les heures qui ont suivi la tempête, la Principauté de Monaco s'est mobilisée pour soutenir les habitants touchés par ce drame. Ce soutien s'est notamment traduit par la signature d'une convention entre le gouvernement princier et la Fondation du patrimoine pour financer 30 projets de reconstruction et de mise en valeur du patrimoine des vallées à hauteur de 3 millions d'euros. Monaco ne pouvait pas rester insensible à cette catastrophe qui est survenue dans les vallées. Donc il était normal que, sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince, Monaco participe à la reconstruction des projets qui sont portés par les maires de ces différentes vallées. Et donc nous avons voulu immédiatement montrer toute la solidarité et la générosité du gouvernement pour accompagner la reconstruction de tous ces sites qui malheureusement ont été détruits à cause de la tempête Alex. La considération que le gouvernement de Monaco a accordée aux maires des vallées sinistrées a suscité chez eux un immense sentiment de reconnaissance. D'abord flatté de voir la principauté se pencher sur leurs problèmes, rassuré de savoir qu'elle prenait en charge tous les éléments patrimoniaux qui avaient été détériorés par la tempête Alex et étonné par l'ampleur du soutien. Les projets soutenus par Monaco varient avec par exemple la reconstruction d'un pont à Breil-sur-Roya, les murs du village à Saorge, la toiture de l'église à Tende, le musée des traditions à Saint-Martin-Vésubie, le moulin à Malocène ou encore la vacherie des Molières à Val-de-Blore. Et la liste est longue. Monaco participe à la reconstruction de 30 projets. Les 2/3 des chantiers devraient être terminés d'ici la fin de l'année et ainsi être prochainement ouverts au public. Voilà donc pour le soutien de la Principauté aux vallées touchées par la tempête Alex en octobre 2020. Nous avons rejoint en plateau notre premier invité. Il s'agit du président du Conseil national. Bonsoir Thomas Brezo. Bonsoir Émilie. Le Conseil national a tenu sa traditionnelle conférence de presse de rentrée ce matin. Plusieurs sujets ont été abordés. On va les développer dans quelques instants. Mais tout d'abord, sous quel signe est placée cette rentrée politique de la Haute Assemblée ? Sur le signe du renouveau, on peut dire, notamment avec
les changements qui sont intervenus au Conseil national en début d'année, et également le changement et la nomination de Didier Guillaume en remplacement de Pierre Dartout en tant que ministre d'État, et également la nomination de Lionel Beffre comme conseiller du gouvernement, ministre pour l'Intérieur. Vous avez rencontré Didier Guillaume il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine maintenant. Quelles ont été la teneur de vos échanges? Alors, nous étions déjà rencontrés un petit peu plus tôt, nous avons déjà pu aborder ensemble les sujets qui nous intéressent, qui sont les sujets communs, qui intéressent plus généralement la principauté, comme le logement, le centre commercial de Fontvieille essentiellement, mais aussi les questions de mobilité, l'économie. Alors revenons sur les annonces réalisées lors de cette conférence de presse de rentrée du Conseil national. La première, c'est le lancement d'une grande opération de consultation auprès des Monégasques. Pourquoi tout d'abord avoir décidé de lancer cette campagne? Bien, le monde dans lequel nous sommes et la principauté a largement évolué. Il y a eu d'abord la crise Covid et la sortie de la crise Covid après 2020, la relance économique. Il y a des changements de présidence qui sont intervenus à intervalles assez rapprochés au sein du Conseil national. Il y a également le contexte économique que l'on connaît et les difficultés économiques que devrait traverser la principauté de Monaco dans les prochains temps. Il y a le contexte international également. Donc toute cette vie institutionnelle a évolué assez rapidement, et notamment depuis l'élection de février 2023. Donc il était important de maintenir le dialogue avec les Monégasques et leur permettre de s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs attentes, et plus généralement leur avis sur la vie publique monégasque. C'est assez large, leur avis sur la mobilité, par exemple Les sujets sont assez transversaux, donc on a la mobilité, le logement bien évidemment, également le social, le travail, la santé, y compris leur perception du Conseil national et du travail des élus. Donc c'est intéressant pour nous de connaître leur avis, leur ressenti par rapport au travail du Conseil national, pour par la suite défendre leurs intérêts auprès du gouvernement, notamment dans le dialogue institutionnel. Comment ça va se passer concrètement et à partir de quand cette consultation va commencer? Il y a un courrier qui va être adressé dès aujourd'hui, donc il devrait arriver dans les boîtes aux lettres des Monégasques dès demain. Donc on pourra répondre, par le souci d'économie de papier, nous avons numérisé cette consultation, donc tout le monde pourra y répondre directement sur son smartphone ou sur un ordinateur. Les plus de 65 ans recevront également le questionnaire sous format papier et pourront au choix retourner le questionnaire sous format papier ou remplir la version numérique. 8000 personnes sont concernées, 8000 Monégasques, ce sont ceux inscrits sur les listes électorales, c'est ça? Oui, à peu près 7500 je crois. Donc oui, à peu près, on espère qu'il y aura le plus de réponses possible pour avoir bien évidemment le plus large éventail de réponses. Quand seront publiés ensuite les résultats? Alors nous avons fixé une date au 30 septembre, date de réponse au 30 septembre. Donc les personnes devront répondre. S'il faudra prolonger, on prolongera bien évidemment la durée de la consultation. On espère que tout le monde répondra le plus rapidement possible. Ensuite, les résultats seront connus, seront examinés par l'Institut BVA, qui est un institut de renommée internationale totalement indépendant, qui recevra les réponses de manière totalement anonyme, et qui fera son analyse des réponses de cette consultation, et on devrait connaître les résultats dans le milieu de l'automne. Autre sujet évoqué ce matin, Thomas Brézot, c'est un sujet qui revient souvent dans l'hémicycle, c'est le logement. Cela reste l'un de vos enjeux majeurs. Vous souhaitez d'ailleurs une nouvelle approche d'attribution des logements domaniaux. Effectivement, donc nous avons travaillé, c'est une annonce qui a été faite lors de la campagne, une promesse de campagne, sur la création de l'agence domaniale. Cette agence domaniale qui a pour objectif de revoir le mode d'attribution des logements, pour avoir une fréquence de commission d'attribution plus régulière, et également la possibilité, sous certaines conditions, aux Monégasques de pouvoir choisir leur logement. L'autre objectif de cette agence domaniale serait de créer un guichet unique où tous les renseignements pourraient être pris, d'avoir un seul interlocuteur au sein de l'administration pour ce qui concerne le logement. La mobilité reste aussi au cœur de vos préoccupations ? Tout à fait, on a vu cet été les difficultés de circulation en Principauté de Monaco. C'est de plus en plus compliqué de pouvoir circuler. Donc la mobilité reste effectivement un enjeu. On a appris vendredi par voie de presse la suppression de la ligne de train entre Nice et Vintimille du 15 septembre au 26 juin 2025 entre 21h le soir et 5h du matin. Ça risque de poser des difficultés
pour les travailleurs qui viennent en Principauté de Monaco, pour les pendulaires, les gens qui travaillent le matin. Donc c'est un sujet qui est essentiel, d'autant que on a tenu une réunion sur la mobilité avec le gouvernement au mois de juillet, on n'en a jamais été informé, et ce qu'on apprend par voie de presse, c'est qu'il n'y a eu qu'une solution de substitution pour pouvoir pallier à cette difficulté. Donc ce qui est demandé au gouvernement, ce sont des réponses concrètes à court, moyen et à long terme. Mais oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. Autre sujet, Thomas Brézot, c'est le centre de tri et de traitement de valorisation des déchets. Où en êtes-vous dans cette réflexion ? On est toujours dépendant du gouvernement, bien évidemment, sur ce sujet. Nous avions voté au départ le projet pour une somme qui était d'environ 300 millions d'euros. Puis par la suite, on apprend que cette somme arrive autour des 700 millions d'euros. En plus de ça, il faut construire un socle d'environ 800 millions d'euros, ce qui fait à peu près une opération 1,5 milliard, sans compter les coûts qui devront se rajouter par la suite. Donc on est à près de 2 milliards d'euros pour le traitement des déchets. Ça semble beaucoup pour un investissement non rentable pour traiter les déchets, alors qu'il y aurait des solutions qui pourraient être étudiées, notamment avec le pays voisin, avec la métropole de Nice en particulier. Et à ce jour, à ce que nous savons, aucune discussion n'a eu lieu avec la métropole pour savoir s'il y a des synergies qui peuvent être trouvées sur ce sujet. En résumé, Thomas Brézot, est-ce qu'on pourrait dire que cette rentrée doit être synonyme de dialogue, comme elle a été auparavant, entre vous et le gouvernement princier? Nous attendons beaucoup de l'arrivée de Didier Guillaume, qui est un parlementaire puisqu'il a siégé pendant 10 ans au Sénat. Il a été vice-président du Sénat. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît les enjeux de mandat électif, donc de devoir apporter des solutions, des réponses aux électeurs qui nous ont fait confiance. Donc voilà, j'espère que nous allons pouvoir retrouver un dialogue, une certaine transparence et surtout le respect de la parole donnée, ce qui est important, ce qui n'était plus le cas ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc nous attendons effectivement beaucoup de Didier Guillaume et je suis persuadé que nous allons enfin obtenir des réponses concrètes et en tout cas des actes et pas seulement des promesses. Merci beaucoup Thomas Brézot d'avoir été notre invité. Bonne rentrée à vous. Merci. Après la rentrée politique, retour sur la rentrée scolaire avec un focus ce soir sur les élèves de maternelle de l'école Stella. Un premier pas pour certains dans les salles de classe, une dernière étape pour d'autres avant le passage aux cours préparatoires. Christine Datomel et Alexandra Marangoni. Haut comme 3 pommes, c'était au tour des petits bouts âgés de 3, 4 et 5 ans de faire leur entrée ce matin rue Hubert Clérici sous le regard bienveillant de la directrice de l'école Stella. Ici, tout a été organisé pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Et si certains sont ravis de retrouver les bancs de l'école, d'autres le sont, vous allez le voir, un petit peu moins. Et alors, est-ce que tu es contente ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans l'école ? C'est de faire des jeux. Et tu rentres dans quelle classe ? Dans les moyennes sections. Tu es une grande maintenant ? Oui. Pourquoi t'es pas contente ? Parce que j'aime pas travailler. Et si la petite fille boude encore un peu ce retour à l'école forcée, les maîtresses, quant à elles, composent avec les tempéraments de chacun et c'est entouré d'affection et de douceur que tout a été mis en place pour que les enfants se sentent bien et retrouvent rapidement leur marque. Tout le monde est arrivé, ils prennent leur marque, ça se passe bien. Vous avez quelle classe ? Des 5 ans, une grande section. Et alors, quelle est la particularité des 5 ans ? C'est qu'on commence un petit peu à entrer dans la lecture, on commence à travailler les sons et ça commence à devenir un peu sérieux. Alors est-ce que comme toutes les rentrées scolaires, et il y a des pleurs ? Alors en 5 ans c'est de moins en moins, mais il y en a quand même un petit peu, oui, ça arrive. Et sinon l'ambiance générale, les enfants sont contents de retrouver l'école ? Oui, globalement ils sont contents, puis en plus c'est leur 3e année dans l'école, donc on se connaît déjà et on est content de se retrouver. Dans quelques heures, les petits retrouveront les bras de leurs parents, mais en attendant, l'heure est à l'apprentissage et à la créativité, une jolie façon de cultiver l'imagination des enfants. Et la rentrée scolaire concerne aussi les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace. Ils ont retrouvé l'équipe pédagogique et le directeur des lieux, Luca Massala. De nouveaux visages figurent parmi ces danseurs motivés pour intégrer à terme une compagnie internationale. Le reportage de Candice Itan et Arnaud Ambert.
Créée en 1975 dans la villa Casa Mia, suite à la volonté du couple princier, l'Académie Princesse Grace accueille chaque année des danseurs désireux de devenir professionnels, le tout dans une ambiance alternant danse et cours scolaires. Alors disons, c'est un lieu où les élèves viennent du monde entier pour apprendre la danse. Naturellement, comme c'est des enfants entre 12 et 18 ans, ils doivent faire aussi le cursus scolaire. Ils apprennent et la danse, les disciplines de la danse classique contemporaine et leur cours scolaire. Cette année, c'est le 50e anniversaire de l'Académie Princesse Grace. Des projets qui sont sympas. On a un gala fin d'année à Garnier qui est très important. On va faire l'expo à Osaka avec l'école. Alors c'est quand même quelque chose pour la première fois. L'école part à l'étranger, au Japon. Et on va faire une célébration du Grimaldi Forum, de l'ouverture de 25 ans du Grimaldi Forum. L'équipe de Luca Massala, composée de danseurs du monde entier, permet aux élèves de se familiariser avec l'univers professionnel, de rencontrer de grands artistes ou de participer aux événements culturels majeurs de Monaco. De quoi combler les apprentis danseurs. Je fais de la danse classique depuis 5 ans. J'ai hâte de commencer les cours de danse et c'est un plaisir d'être ici avec les professeurs et de travailler pendant la nuit. Alors je suis très excitée parce que j'ai plein d'amis et j'avais vraiment hâte de revenir. Forcément il y a un petit peu de stress parce que c'est une nouvelle rentrée, de nouveaux challenges. J'espère progresser le plus possible, me faire encore des amitiés plus fortes et m'amuser, m'épanouir. À l'Académie Princesse Grace, ce ne sont pas uniquement des danseurs qui sont formés. L'école s'est lancé le défi d'aider les élèves à devenir, tout au long de leur parcours, des êtres épanouis, cultivés et curieux. Musique à présent, après une saison achevée au sein de la cour d'honneur du Palais Princier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a dévoilé sa programmation pour la saison 2024-2025. Elle sera marquée par plusieurs temps forts que nous allons évoquer avec l'administrateur de l'OPMC, Sylvain Charnet. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Un mot tout d'abord sur la saison qui vient de s'écouler. Elle aura été extrêmement riche, ponctuée notamment par une tournée au Japon. Hein. Effectivement, c'était un événement très important pour l'orchestre puisque c'était la première fois qu'il se rendait au Japon avec son directeur artistique et musical japonais, Maître Yamada. Et donc le succès a été au rendez-vous puisque tous les concerts étaient complets et le succès artistique aussi était considérable. Place maintenant à une nouvelle saison. Comment la qualifier ? Alors c'est une saison extrêmement variée qui va permettre à l'orchestre d'exprimer en fait ses différents talents, mais également de faire le lien entre les générations. Maître Yamada a invité des artistes confirmés, que ce soit Anne-Sophie Mutter, Martha Argerich, Charles Dutoit, Christian Zimmermann, Gauthier Capuçon pour n'en citer que quelques-uns, mais également il souhaite faire confiance à la jeune génération d'artistes, donc les frères Yusen, Daniel Lozakovic, le célèbre violoniste que nous connaissons maintenant très bien, et également Colin Putz. Colin Putz a 17 ans à peine, mais il a déjà 7 ans de carrière derrière lui, puisqu'il a commencé à jouer du piano en soliste avec orchestre à l'âge de 10 ans. Vous avez mentionné les frères Yusen, ce seront eux qui seront les artistes en résidence cette saison. Hein. Exactement. Alors, artiste en résidence, c'est un moment, quelque chose d'important pour l'orchestre, parce que ça permet de développer une complicité avec des artistes sur toute la saison, au travers d'un répertoire très varié. Donc les frères Yusen sont des jeunes pianistes très frais qui ont une joie d'interpréter leur musique. Et donc nous les retrouverons à 4 reprises au cours de la saison. Le premier concert, ce sera un récital qu'ils donneront à la salle Garnier le 15 septembre. Et après, 2 concerts dans la saison et un concert cet été au Palais Princier. Cette saison sera marquée notamment par des hommages et notamment les 150 ans de la naissance de Ravel. Hein. Effectivement. Alors Ravel, c'est un compositeur incontournable dont l'œuvre est absolument géniale. Et au-delà des 150 ans de sa naissance, en 2025, nous fêterons le 100e anniversaire de la création d'une œuvre majeure, L'Enfant et les sortilèges, qui a été créée donc ici, à l'Opéra de Monte-Carlo. Et donc en 2025, 100 ans jour pour jour après la création, nous allons de nouveau participer à cette production de l'Opéra de Monte-Carlo pour célébrer Ravel. Au-delà de cet événement, pour la saison symphonique, Martha Argerich interprétera le concerto en sol
Et au mois de mars, Nelson Gerner, le concerto pour la main gauche. Donc c'est vraiment important de pouvoir célébrer Ravel pendant cette saison. Autre hommage aussi, celui rendu à Shostakovich pour les 50 ans de sa disparition. Oui, alors Shostakovich, là aussi, c'est un compositeur majeur du XXe siècle. Et donc 3 symphonies et 2 concertos seront donnés pendant la saison, mais également un ciné-concert. Il s'agit de La Nouvelle Babylone, qui est un film soviétique des années 1929-1930, sur le thème de la Commune de Paris. Et Shostakovich a composé la musique de ce film, donc qui sera projeté en collaboration avec l'Institut audiovisuel de Monaco. On évoquait en début d'interview la tournée au Japon, après un passage au Japon en 2023. C'est le Japon qui viendra à Monaco avec la présence du Chœur Philharmonique de Tokyo en octobre. Hein. Effectivement, nous allons retrouver le Chœur Philharmonique de Tokyo pour un projet très particulier. Le 6 octobre, nous allons donner L'Ancêtre, qui est un opéra de Camille Saint-Saëns, qui a été dédié au prince Albert Ier. Puisque le compositeur et le prince étaient très amis. Et cet opéra a été créé en 1906 à Monte-Carlo, puis joué un petit peu partout en Europe pendant quelques années, et il est tombé dans l'oubli. Donc notre but avec ce projet, c'est de faire redécouvrir cette œuvre, pour la proposer en concert, en version de concert, ici à l'Auditorium Régnier 3, au public, et aussi de réaliser un enregistrement de référence qui n'existe pas actuellement, en collaboration avec le Palazzetto Bruzzane, qui est une fondation qui est chargée de mettre en valeur le patrimoine musical français. Et donc le Chœur de Tokyo participera à cet important projet. Donc nous sommes ravis de le retrouver. Et les liens sont assez étroits, puisque Maître Yamada est également directeur musical de ce chœur. Sylvain Charnet, on ne peut pas refermer cet entretien sans évoquer la mémoire de Franck Lavoger, qui faisait partie de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et qui nous a quittés cet été. Effectivement, Franck Lavoger était le premier basson solo de l'orchestre depuis près de 30 ans. Il est décédé brutalement cet été pendant ses congés. Son talent était apprécié et reconnu de beaucoup à l'orchestre. Il était également apprécié en tant que personne. Et sa personnalité était très attachante et il manquera beaucoup à tous ceux qui l'ont connu. Et il était important aussi d'avoir une pensée pour lui aussi à l'issue de cet entretien. Merci beaucoup Sylvain Charnet d'avoir été notre invité ce soir. Nous vous proposons à présent un moment d'évasion en Amérique du Sud tout en restant aux principautés avec le documentaire Nawasia, les secrets de l'Amazonie. Il sera à découvrir l'année prochaine, mais quelques extraits viennent d'être dévoilés. Il nous plonge au cœur des forêts amazoniennes en immersion dans les traditions ancestrales de peuples indigènes. Plus de détails sur ce documentaire soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco avec Émilie Flamin et Alexandra Marangoni. La forêt amazonienne, comme si vous y étiez. C'est le projet un peu fou d'Alexandra Vieira, une thérapeute holistique qui s'est lancée dans la mission de créer un film documentaire. L'idée, c'était tout simplement la passion par la nature et la préservation de notre terre. Et aussi mes racines, d'aller piocher en fait dans ma culture et dans mes ancêtres, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient à transmettre. Qu'est-ce qu'ils aimeraient en fait que je montre à travers ce film documentaire. C'est donc avec le jeune vidéaste Liam Fabre et sa fille qu'Isabella est partie à l'autre bout du monde, au cœur du peuple Unikin, pendant une semaine. J'ai vécu avec eux, donc c'est à travers les images, à travers leur mode de vie, à travers leur culture, leur cérémonie, cette connexion qu'ils ont avec la nature que nous ici on n'a pas forcément. Durant le tournage, elle a pu rencontrer les membres de la tribu. La nature fait partie intégrante de leur vie. Eu quero dizer que a importância da floresta, porque a floresta viva, dentro da floresta tem medicina. Então é por isso que é importante a nossa floresta ser preservada. Todo mundo tem que envolver com a floresta, com a terra. Certo? Então a floresta, a terra que existe é para isso. Precisamos da terra, a floresta para nós viver.
Plus qu'un simple documentaire, il sera diffusé de manière immersive à travers des odeurs, des sons et des images. L'avant-première aura lieu à Monaco en janvier prochain. Le rendez-vous est pris. Ce journal est à présent terminé, mais avant de nous quitter, découvrons ensemble les prévisions météo. Bonsoir Christinda, quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien demain, le temps sera au beau fixe et les températures plutôt douces. Le thermomètre ne dépassera pas les 25 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Saint-Adelphes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les photos de fin de JT sont signées ce soir. Manuel Vitali, qui a assisté à l'arrivée de la course européenne de la paix en présence du prince Albert II. Nous développerons cette actualité demain. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.